La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. Sur le pont, une émission sur les coulisses du fonctionnement de la compagnie Caravelle, l'occasion de mettre en lumière les matelots de la compagnie, l'histoire, la démarche artistique, politique et sociale de celle-ci. On y va comme ça, le principal c'est de prendre du plaisir. Tu vas parler comme ça là. Faut que je sois aussi près que ça du micro. Ouais. Ben ouais, mais enfin ça me fait faire une contorsion, je vais avoir un torticolis à la fin. Comment cette interview? C'est bon, c'est parti. Interview d'Antoine Guillot réalisée par Isabelle Roux-Lalisban. Aujourd'hui, nous allons parler de Guillotine. Bonjour Antoine. Bonjour Isabelle. Alors, Guillotine, un texte écrit en 2016, inspiré d'un fait divers, on y reviendra. Qui a été à intervalles réguliers ou pas remanié pour aboutir à une nouvelle version en 2023. C'est aussi, on peut dire, et surtout un spectacle qu'on a pu voir en avant-première à la base Chambéry après une résidence, puis à Nanterre pour 2 représentations en décembre 2023, mais auparavant au lycée Baudelaire à Annecy au printemps 2017 et en décembre 2017 à Alger. Le chemin est long pour trouver la forme idéale, aussi bien au niveau du texte que du jeu et de la scénographie. Oui, merci pour cette introduction déjà. Comme tu le disais, le texte il est écrit à partir de fin 2016, mais jusqu'à effectivement fin 2023. Donc c'est un long processus de maturation, de remise en question, d'épreuves, parce qu'il y a eu plusieurs étapes présentées devant des publics très différents, mais je pense qu'on y reviendra, et qui ont renvoyé, qui ont fait effet miroir et qui ont été accélérateurs de maturation pour le texte. Donc le processus a été très long pour une bonne raison, c'est que effectivement ça part d'un fait divers, en plus très personnel qui m'est arrivé, et tout l'objectif c'est de partir de ce jeu de comment moi personnellement j'ai vécu ça et ce que j'ai traversé, et de non seulement de le transformer en fiction, et en plus de trouver le côté universel du propos et de ce qui est porté dans ce récit. Et en fait ce transfuge, cette émancipation de moi-même quelque part nécessaire à cet exercice de construire une pièce de théâtre, il prend du temps parce qu'il est loin d'être évident, et se détacher de soi-même, prendre du recul sur soi-même, sur ce qu'on raconte, ce qu'on renvoie, etc. Et puis ce que renvoie ce genre de récit aussi concrètement dans la société aujourd'hui dans laquelle on vit, il faut apprivoiser tous ces tenants et aboutissants avant de sortir le spectacle, quoi. Donc c'est un long processus, et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette aventure qui a été la création de Guillotine, que ce soit l'écriture ou la création du spectacle. C'est une tragédie en 5 actes et les actes sont nommés tableaux. Oui. Est-ce qu'on retrouve ces 5 actes dans le spectacle ? Eh bien, oui, en fait, on retrouve ces 5... Alors, très visiblement, on en voit 3, mais j'en rajoute 2, c'est-à-dire que... je sais pas... à la fin de la 3e partie, qui est très visuelle, très physique, très corporelle, à la fin de ça, l'acteur se relève et sort de ce qui vient de se passer pour dire sa dernière phrase. Donc ça, en soi, j'ai considéré ça à l'écriture comme un tableau. Et le 5e tableau, c'est un rappel en fait qui existe dans l'écriture, en tout cas après les applaudissements du public. Alors, il serait peut-être judicieux et intéressant de résumer quand même l'histoire pour que on sache de quoi on parle. Un homme laissé pour mort sur le trottoir se réveille pris au piège dans un corps paralysé. Il témoigne de la reconquête à mener après avoir été contraint, attenté, abîmé. Suite à cette agression gratuite, il choisit de parler pour ceux qu'il nomme les damnés. Alors, qui sont ces fameux damnés ? En fait, les damnés dans le texte, et c'est ça qui est intéressant, je crois aussi, ce petit pas de côté, il y en a plusieurs que propose ce texte et que propose cette écriture. Et les damnés, c'est un de ces pas de côté, c'est-à-dire que ce sont ceux qui sont
condamnés, malgré eux, à vivre avec une conscience de la réalité de la violence de la société, parce que d'une manière ou d'une autre dans leur vie, ils ont croisé cette violence, soit pour eux, soit pour des proches, et du coup ils sont condamnés à vivre avec cette violence en eux, une violence qui ne leur appartient pas a priori, mais qui leur est imposée. Donc les damnés, ce sont ceux qui subissent. Ce sont ceux qui subissent la violence. Voilà. Et en fait, toute la pièce, je pense, en tout cas la deuxième partie qui est très écrite, parce que la première partie est improvisée, deuxième très écrite, et puis c'est des mots, c'est une écriture qui est tranchante, solide, et précise, quoi, aiguisée. Et puis la troisième partie qui est physique et corporelle. Et du coup, dans cette deuxième partie, c'est comment est-ce que tu arrives après ça, tout ce chemin de reconstruction, de résilience, même qu'on pourrait dire. Alors pas de façon, pas en utilisant la définition galvaudée du terme qu'on entend partout aujourd'hui, notamment par rapport à l'écologie. Mais je parle de la résilience de Boris Cyrulnik en psychiatrie, quoi, de reconstruction après un traumatisme. Comment on fait pour vivre avec ce traumatisme à l'intérieur de nous? En fait, la solution, en tout cas la thèse et le chemin qui est emprunté dans Guillotine et qui est soutenu par des philosophes et des psychiatres, etc. Donc les références sont solides. Oui, les références sont solides, et d'où aussi toutes ces années d'écriture. C'est de pas refouler cet événement traumatique, mais d'apprendre à vivre avec. Bon, il est dans nous, on doit l'accepter, ça nous a changé, ça veut dire que le moi avant ce traumatisme n'est plus. C'est un fait. Oui, j'ai pas choisi. J'aurais peut-être préféré qu'il existe encore, mais j'ai pas d'autre choix que de vivre avec celui que je suis aujourd'hui, qui porte en moi cette violence qui m'a été imposée. C'est ce qui est dit dans le texte, se réveiller, se retrouver face à une évidence envoyée à la gueule. L'évidence que rien ne pourra plus jamais être comme avant. Tu connais bien le texte, c'est très bien, bravo. Voilà. Mais oui, c'est la thèse en tout cas qui est développée et c'est le chemin tortueux qui arrive à cette conclusion, quoi. Voilà. Parce que c'est pas si évident de se rendre compte que cet événement il ne m'appartient pas au départ, mais en fait, il faut que j'accepte le fait qu'il m'appartient. Donc c'est pour ça on a dit en début d'interview que c'était inspiré d'un fait divers. Donc c'est une histoire personnelle. Je me permettrai de dire encore une fois. Oui, ça fait partie c'est clair que c'est tout un pan très très important, voire même majoritaire de mon travail. Une histoire personnelle qui en fait que je détache de moi, parce qu'encore une fois, maintenant que le texte existe, maintenant que la pièce existe, va commencer à tourner tout ça de plus en plus, petit à petit tout ça m'appartient plus, et cette histoire, c'est l'histoire de Guillotine, c'est l'histoire du spectacle, mais c'est plus la mienne. Alors évidemment, il y a de moi dedans, mais qu'est-ce qu'il y a de moi, qu'est-ce qu'il y a de fiction, etc. Il y a que moi qui le sais. Puis il y a même des choses qui se brouillent, qui se mélangent. Je sais plus il y a des choses de la réalité. Je sais plus si c'est vraiment la réalité ou c'est le processus ce que je raconte depuis 7 ans, quoi. Oui, c'est peut-être pour ça. C'est ce que j'allais dire, que ça prend du temps. Mais du coup, est-ce que c'est pour cela qu'on pourrait, qui justifie le fait que tu dises que ce soit une tragédie? Est-ce qu'il y a, parce que quand on entend tragédie, bien évidemment, on parle de fatalité, de destin, on pense tout de suite à ça. Ouais. Mais en quoi c'est une tragédie? Est-ce que ça concerne tout le monde? Alors, évidemment, en fait, ça concerne. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que évidemment, ça concerne tout le monde, parce que là, il se trouve que c'est une agression. C'est 5 types qui tapent avec des barres de fer sur un 6e. Ça déjà, c'est un truc quand on ouvre le journal, qu'on voit assez régulièrement. Donc c'est assez commun, je dirais, malheureusement. Mais même sans ça, on n'est pas obligé de l'avoir vécu pour se projeter là-dedans. Ça peut être exactement le même traumatisme quand, je sais pas, il y a un accident de voiture, ou quand on doit faire face à un deuil, ou quelque chose de l'extérieur, une violence de l'extérieur qui nous est imposée. Donc c'est ça le principe. Et ce qu'il y a de la tragédie, effectivement, c'est la fatalité de la chose. C'est-à-dire que moi, je le maîtrise pas du tout.
cet événement. Est-ce que c'est le pourquoi pas moi qui revient comme un leitmotiv dans le texte? Ça, c'est une phrase importante du texte et de cette philosophie derrière ce texte. C'est ce pourquoi pas moi. En fait, ça arrive à plein de gens. Et en fait, quand on regarde, encore une fois, pas spécialement cette histoire-là, mais des histoires comme ça dans une vie, ça arrive forcément à un moment ou à un autre. Donc ça concerne tout le monde. C'est en cela que ce serait une sorte de fatalité, mais on le souhaite pas quand même. Non, on le souhaite pas. Là, en fait, tout ce sur quoi ça se concentre aussi, c'est sur qu'est-ce que t'en fais après. En fait, c'est ça toute la question. Mais c'est une fatalité que ça arrive. Par contre, ce que tu en fais, ça t'appartient, quoi. Et voilà. Du coup, est-ce que le spectateur se sent plus concerné par l'histoire, par le fait que le pourquoi pas moi revient et que en tant que spectateur, on se dit, effectivement, ce qui est arrivé là, ça peut m'arriver aussi. Et du coup, dans quel objectif? Est-ce que c'est un moyen de dire au spectateur, attention, prenez conscience de ce qui se passe dans la réalité et prémunissez vous de ça? Après, moi, je suis pas là pour donner des leçons, mais comment? Moi, j'offre ça, voilà, aux spectateurs. Après, c'est difficile pour moi de répondre comment ils entendent ça, comment ils lisent ça, comment ils analysent ça, etc. Et il y a bien eu des retours des spectacles. Oui. Après, c'est voilà, il y a eu des retours et qui sont. En fait, ce qui me choque, où les spectateurs justement se sentent concernés par ça et se disent, voilà, les spectateurs se sentent concernés, voilà. Mais en fait, moi, mon boulot, dans ce que j'ai fait, ce que j'entends, c'est comment l'esthétique dans laquelle j'ai construit ce spectacle, avec toute cette première partie, qui brouille ces pistes entre fiction et réalité, dire est-ce que c'est le comédien qui nous raconte sa vie, ou est-ce que là, c'est un personnage qui on rentre déjà dans une fiction, etc. Tout ça, c'est un peu brouillé, mais du coup, ça crée un lien direct avec le spectateur qui fait que ça crée de l'affect de fait. Et ça, j'avais peur je me disais, ça, c'est sûr, avec les gens qui me connaissent de près ou de loin, ça va marcher parce que forcément, c'est un procédé qui fonctionne et qu'en plus dans la compagnie, dans plusieurs spectacles, on a déjà éprouvé. Mais avec des spectateurs sur une histoire comme ça, qui leur appartient pas du tout et ils sont peut-être à 10 000 kilomètres de s'être fait agresser dans une rue parisienne à 7h du mat. Alors où les croissants chauds viennent gonfler les narines. Puisque c'est ça aussi, on va peut-être évoquer ce moment particulier. On rentre dans des détails, quoi, pour pouvoir se plonger dedans. Mais ça, encore une fois, moi, j'ai rien inventé. Tu t'en parleras mieux que moi. Zola le fait très bien, par exemple. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, pour moi, voilà, le travail, ce sur quoi je me concentre, c'est le formel, l'esthétique dans laquelle je plonge mon spectacle, dans l'objectif de ramener le spectateur d'amener ce spectateur à l'empathie, à la catharsis de ce qui va se passer. Et force est de constater que ça fonctionne. Et avec les retours qu'on a eu justement, en fait, j'ai été assez étonné, surpris de la violence, de la force, voilà, plutôt, avec laquelle les spectateurs recevaient ce spectacle. Je me disais, c'est spectaculaire, c'est un peu violent, donc ça peut bousculer un peu. Non, mais en fait, c'est plus que ça. De l'intérieur d'eux-mêmes, le spectateur reçoit ça comme un vrai coup de poing, quoi. Alors là, on fait une grosse généralité parce que j'imagine qu'il y a des spectateurs avec qui j'ai sans doute pas parlé et qui ont pas réussi à rentrer là-dedans, et voilà. Et puis c'est leur droit. Je fais pas un spectacle pour faire l'unanimité. C'est pas la question. Mais en tout cas, le procédé et l'esthétique dans laquelle c'est plongé, la construction, la structure de ce spectacle amène vers cette identification, vers ce rapprochement, cette catharsis, etc. Et cette appropriation, quoi. Eh bien, parlons-en de cette structure. On va parler scénographie. Oui. Donc, 3 espaces qui correspondent à 3 tableaux du texte. Oui. Un premier espace très frontal. Un premier espace très frontal où le comédien est donc c'est dans la première partie, le comédien est avec les spectateurs, hein, il pourrait d'ailleurs, et peut-être qu'à terme ça se fera, être dans le public. Donc là, il y a pas de scène sale, il y a pas de différence, en fait, c'est juste un mec qui commence en prenant la parole et ce mec, entre guillemets, nous accueille aussi. Et le mec est déjà là, il est déjà là quand les spectateurs rentrent. C'est important, ça. Oui, je pense que c'est important parce que en fait c'est le début de tout.
Mais pourquoi être là? C'était une nécessité d'être là. Du coup, on a l'impression que où est le comédien, où est En fait, déjà, ça brouille les pistes. Mais en plus, c'est important pour une chose très importante, c'est que si le comédien n'était pas là, le public rentre, il voit le dispositif, etc. Et puis le comédien rentre après. Bon, ça veut dire que c'est à ce moment-là que commence le spectacle. Est-ce que je peux, une petite parenthèse, est-ce qu'on pourrait quand même, pour que l'écoute soit comprise, expliquer ce qu'est ce dispositif, enfin très rapidement. Donc on a dès l'entrée, et on reviendra à tes explications, face publique, devant scène. Est-ce qu'on peut dire en milieu de scène comment expliquer ça? Une bâche en plastique, voilà. Qui doit faire 4 mètres sur 4, quelque chose comme ça. Et chose intrigante, un mur de lumière particulièrement impressionnant qui orne le fond de scène. Ouais, un mur, donc ce sont là les 3 espaces. Voilà. Alors si tu Avec, peux... je sais plus exactement combien, il doit y avoir 40-50 projecteurs dessus. Et ces projecteurs sont éteints. Voilà. Sont éteints pendant le spectacle dure 1 heure et les projecteurs sont éteints pendant 50 minutes. D'où l'utilité. mais bon, c'est pas parce qu'ils sont éteints que mais ils sont présents quand même. Ils sont très présents et effectivement, moi j'ai été très impressionnée par ce mur qui, on a l'impression qu'il nous regarde, mais on va attendre d'arriver à ce moment-là pour en parler davantage. En tout cas, il est sourd derrière. Il est il peut être même menaçant pour le mec qui est devant et qui un gros animal qui nous attend. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Mais on va revenir justement à cette première partie. Le spectateur présent qui est là, qui nous accueille, l'importance qu'il soit là. Voilà, l'importance qu'il soit là, parce que s'il n'était pas là, ce serait son entrée qui ferait commencer le spectacle. Alors que là, il est déjà là. Ce qui commence à faire théâtre, c'est quand il commence à prendre la parole et que du coup tout le monde le regarde, arrête de parler, le regarde et l'écoute. Et le fait qu'il prenne la parole, même au milieu le théâtre advient. Et pleine mais en même temps, et pleine lumière, enfin lumière sale, lumière sale. Et en fait, ça brouille déjà ces pistes de attends, est-ce que le spectacle a bien commencé ou est-ce que c'est une petite intro avant que ça commence? Enfin voilà, on sait pas trop et on peut se poser la question, mais à la limite c'est pas forcément la question. L'intérêt pour moi dans cette première partie, c'est que du coup la parole est directe parce qu'en plus elle est pas écrite, donc c'est improvisé. Alors évidemment il y a une trame, mais elle est improvisée et du coup ça réagit par rapport au spectateur, par rapport aux réactions du spectateur, etc. Et elle se construit comme on parle là, voilà, et le gars raconte son histoire et parle de son histoire. Oui. Donc il y a pas de filtre, il y a pas le filtre de la fiction, la mise à distance du théâtre, etc. Il y a pas de filtre, mais on peut se demander si on s'est pas trompé de spectacle. Oui, en fait, il y a presque 3 spectacles différents. Parce que si moi, en tant que spectatrice, j'arrive, j'entends quelqu'un qui me raconte presque une histoire drôle. Ouais, parce qu'en alors plus, que ça s'appelle quand même guillotine. Donc, on se dit, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen d'évacuer aussi et d'entrer dans la fameuse tragédie qu'est ce qui se passe. C'est quoi? C'est cette entrée en matière qui quand même nous met dans l'histoire. Alors je dis que c'est drôle, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont quand même cocasses, qui sont grotesques. Oui, en fait, voilà, c'est ça. C'est l'absurdité de la chose. On se dit où va le monde? Est-ce que c'est vrai? Il y a des choses comme ça qui existent. Ouais. C'est vrai? Tout ce qui est dit est vrai? Ça, je peux pas répondre à la question, mais en tout cas, tout ce qui est dit existe. Après, est-ce qu'elles ont existé dans cette histoire? Moi, j'en sais rien. Faut parler au mec qui l'a vécu. Mais là, c'est pas lui qui est derrière ce micro. Ah bon, d'accord. Je différencie en tout cas on fera la différence. En tout cas, oui, il y a une distance qui est prise dans cette première partie avec le propos, parce qu'effectivement, il y a peut-être un peu de légèreté où on rit de choses qui sont pas drôles du tout. Enfin, on peut citer un exemple de choses qui sont quand même assez cocasses. Oui, par exemple l'histoire des agrafes où donc le gars a une ouverture, a scalpé, il a. Donc il apprend qu'il a été agressé, il se retrouve à l'hôpital et du coup il est scalpé et il leur met 14 agrafes, donc ça fait une grosse cicatrice de 14 cm quand même, et ils se rendent compte après qu'ils doivent l'emmener faire une IRM, scanner, mais que évidemment avec les agrafes en métal, ils savent pas s'ils peuvent mettre le bonhomme avec ses agrafes dans le scanner.
il y a une discussion entre deux infirmiers, et l'un qui dit que les nouvelles agrafes passent dans l'IRM et que c'est quand même vachement plus pratique parce qu'avant c'était chiant. Donc voilà, et ça c'est des situations il y a cette discussion et du coup ils décident de mettre le gars dans l'IRM, mais sans trop savoir s'ils font bien de le faire, quoi. Oui, donc là, c'est une mise à distance. Est-ce que dans un spectacle comme celui-là, dans lequel on retrouve une situation qui est quand même particulièrement grave, qui est tragique, est-ce qu'elle est nécessaire, cette distance, et du coup d'amener aussi, par le biais de ces histoires qui sont racontées, qui finalement sont la vie du quotidien et que tout le monde peut vivre, hein, tout ce qui est administratif, parfois sans critiquer, parce que c'est compliqué, peuvent amener à des situations qui sont complètement incongrues. Donc, est-ce que c'était nécessaire finalement de passer par le rire, parce qu'on en rit, mais un rire un petit peu jaune parfois, un peu cynique, oui, c'est clair. C'est clair et net. Est-ce qu'on est obligé de passer par là pour amener quelque chose de plus vers une progression du tableau 2, je pense que c'est une des étapes d'une sorte de... En fait, dans la progression de ce spectacle, c'est presque comme des étapes de deuil. Et du coup, c'est une des étapes d'acceptation du traumatisme, de mettre à distance et de ridiculiser ce qui se passe et voilà. Donc à la fois pour le personnage, c'est important de passer par là, et en même temps pour le spectateur, du coup tu crées un lien direct avec le comédien, tu rentres en connexion directe et frontale et sans filtre avec lui, parce qu'il est là, il te raconte son histoire en plaisantant un peu, mais son histoire qui est quand même pas drôle du tout, donc et puis avec des trucs un peu dégueux, parce que il y a des blessures très 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 fortes, très très violentes, bon voilà. Et tout ça, ça participe à préparer la suite et à rentrer dans le processus d'acceptation de ce qui se passe, quoi, voilà, de ce qui s'est passé. Donc on va entrer dans le deuxième tableau. On peut procéder ainsi. Je pense que c'est bien de voir effectivement en quoi ces trois tableaux. Alors peut-être qu'avant, tu m'avais dit à un moment donné que finalement ces trois tableaux, c'était trois points de vue différents. Mmh. De la même histoire. De la même histoire. Alors, est-ce qu'on peut répondre maintenant à cette idée que ce sont trois points de vue différents ? Moi, je verrais pas trois points de vue différents, mais je verrais plus une façon de raconter un pan de cette histoire de façon différente. Mais bon, la notion de point de vue on n'a peut-être pas la même conception. C'est quoi ? Je sais pas. Mais oui, restons de toute façon, sur la c'est notion trois de point formes. de vue. Voilà, c'est trois formes différentes. Et là, dans cette deuxième partie, donc c'est la partie qui est écrite dans l'espace. Donc là, on rentre dans l'espace de la scène et donc on est devant la bâche plastique, mais pas dessus. Hein. Et là, c'est lumière scène avec des lumières latérales et musique. Et puis des sons. Il y a des acouphènes qui sont là des fois, qui partent, qui reviennent. Enfin voilà. On peut expliquer le rôle de ces acouphènes ? En fait, là, c'est la plongée très concrète dans ce qui se passe dans le corps du personnage, quoi. Ah, il y a une volonté de dire ce qui se passe dans le corps. C'est pas simplement une parole. Je vous raconte pas uniquement ce qui se passe. Non, là, lui, il se plonge dans lui-même pour décrire ce qui se passe dans lui-même. Et là, pour le coup, on va être au cœur viscéral des différentes étapes par lesquelles il doit passer pour accepter ce qui lui est arrivé. Et d'ailleurs, le texte de la deuxième partie commence les bruits, le sifflement dans le creux de l'oreille, les voix, les voix, les mots qui se mélangent. Voilà, les mots qui se mélangent, les sons qui deviennent bruits, oui. Et les odeurs sèches, etc. Donc il y a quelque chose de très sensible dans ce qui se passe. Oui, et c'est vrai qu'on retrouve quand même, finalement, ça résonne en écho, tous ces premiers mots résonnent en écho à cette première partie qui est improvisée, dans laquelle le personnage, je vais pas dire, le personnage se retrouve à l'hôpital, et finalement, là, on passe de l'objectif au subjectif, et finalement ce sont les sensations qui sont évoquées ici plus qu'autre chose, alors qu'avant on avait carrément un regard, voilà ce qui s'est passé, là maintenant c'est peut-être davantage voilà ce que j'ai ressenti.
Quand je Ouais, dis je je parle du pense. personnage. Alors après, oui, je trouve que c'est très juste. Je trouve que c'est une analyse qui est très juste, mais pour moi, en tant qu'auteur, en tout cas, qui m'appartient pas. Enfin, c'est très juste qu'on lise mon spectacle comme ça. Et je t'en remercie. Mais dans mon processus de création, moi, je me concentre sur les besoins du personnage et les besoins du spectateur pour rentrer au cœur de ce que je veux porter, quoi. Qui est cet acte de transformation de l'événement traumatique, quoi. Oui, et le texte d'ailleurs, donc là on change carrément de registre, hein. On disait que dans le premier tableau, l'écriture qui portait sur une forme d'improvisation amenait des situations cocasses qui pouvaient amener un certain rire. Là, on entre dans quelque chose de complètement différent. Et finalement, où vont être convoqués les fameux agresseurs ? J'ai pas compris la question. Où vont être convoqués les fameux agresseurs ? C'est-à-dire que tu vas t'adresser carrément à tes agresseurs. Ah oui. Ah dans oui, cette deuxième d'accord, pardon. partie. Voilà. Oui, effectivement, il y a un moment où il y a un besoin, mais ça, je pense que ça participe à un des besoins du personnage. Il doit leur parler, surtout que ces agresseurs n'ont pas été retrouvés. Enfin, ils ont été retrouvés, mais pas inquiétés pour plein de raisons. Bon, voilà. Mais le fait de parler, d'adresser une parole à ces agresseurs en plus, à un moment où il passe par une sorte par quelque chose de très violent qui est de la torture de ces agresseurs, donc il a envie de les avoir devant lui pour les torturer, quoi, et pour leur rendre leur monnaie de leur pièce. Il y a différents stades, hein, c'est très intéressant. Et après, merci. Oui, mais c'est vrai, parce qu'on ne s'attend pas à ça. Donc c'est ça que je trouve très bien. Il finit quand même en leur disant, il les appelle mes terroristes au bout d'un moment, parce que c'est les terroristes de l'attentat de sa vie, quoi. Sa vie a été attentée, bon là, et à la fin, il leur dit quand même, j'ai pas d'autre solution que de t'aimer. Je voudrais surtout pas te donner la possibilité de devenir un damné. Donc ce fameux damné de dont la on terre, parle, voilà, et qui évidemment damné de la terre, qui évidemment fait référence à Fanon. Voilà. Et comment on peut passer c'est finalement le pardon. Est-ce qu'on pardonne ? Alors justement, je pense que il n'y a pas de pardon possible, parce que pardon, quelque part dans le pardon, il y a une sorte de forme d'acceptation de oui, ça peut arriver. Accepter que la chose soit en soi, c'est pas accepter que la chose puisse arriver. Et du coup, pas de pardon possible. Pas de deuil de la chose possible, de l'événement possible. Deuil du soi d'avant, oui, mais pas de l'événement, parce que ce serait accepter que ça puisse arriver. Non, ça ne peut pas arriver, c'est inacceptable au sens premier du terme. Ce n'est pas acceptable. Donc, ça ne peut pas arriver, ce genre d'événement. Et du coup c'est pas du pardon, c'est puisque je suis là avec faire comme je peux pour survivre après ça et pour me reconstruire après ça, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas oublier cet événement, je ne peux pas faire le deuil de cet événement, je suis condamné à faire le deuil du mois d'avant. Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai ce besoin de m'adresser à ces terroristes, quoi, voilà, et de leur dire en fait je suis qui je suis aujourd'hui parce qu'il m'est arrivé ça, donc en fait c'est grâce à vous si je suis comme ça aujourd'hui, donc merci en fait voilà. Alors un merci, mais bon, quand il est dit dans le texte, allez viens, je t'en supplie, viens que cette histoire se termine, que je puisse passer à autre chose. Oui. Donc c'est en cela que cette apostrophe, ce que j'appelais tout à l'heure, cette convocation des agresseurs ça a permis effectivement de passer à autre chose, en tout cas pour le personnage. Non, parce que les agresseurs sont toujours pas venus. Et d'ailleurs, le jour où ils viendront, le spectacle tournera plus.
Donc il faut pas y vienne. Donc c'est une fausse invitation. Mais c'est en tout cas dans le processus, lui, il a besoin pour passer à autre chose. Il a besoin de. C'est une invitation dans l'absolu. Oui, Voilà, en fait, c'est dans le processus. Mais comment ça reste de la fiction, donc en tout cas, évidemment que voilà. Oui, en tout cas, tout ça pour montrer que dans cette deuxième partie, le personnage passe par différents stades. Le besoin de vengeance, le besoin de parler à ses agresseurs, voire peut-être de les aimer. C'est une phase qui est quand même particulièrement importante. Mais aussi la phase dans laquelle... je cite le texte, « J'ai choisi que ces barbares étaient en moi ». Est-ce que ces barbares sont en le personnage ? Ouais, parce que oui, c'est barbares dans le sens, qui sont en lui. Dans le prolongement de ces barbares, il y a ces barres de fer, il y a cet acte. Donc tout ça, c'est la même chose. Oui, ils sont en lui, c'est sûr. Et est-ce que c'est toute cette démarche introspective, quelque part, qui peut être celle de celui qui a vécu ou de celle de celui qui est le personnage? Dans la vie, il y a deux sortes de personnes, celles qui flirtent avec la mort, mais qui respirent encore, et il y a celles qui, un peu plus chaque jour, flétrissent, implosent, meurent. Toi, tu es de celles... On ne saura jamais. On ne saura jamais, on peut se douter. Et puis c'est un leitmotiv. Dans la vie, il y a deux sortes de personnes qui reviennent plusieurs fois dans cette deuxième partie. Ouais. Alors, pour dire aussi que lui et qui sont pas faits du même bois, lui et ses agresseurs, et que c'est pas possible d'accepter que ce soit le cas, puisque l'acte est donc la pulsion qui a mené cet acte. N'est pas acceptable et ne peut pas exister. Donc c'est pas possible d'accepter que ce soit de la même famille, que voilà. Alors, donc phase 1, phase 2, ou étape 1, étape 2, tableau 1, tableau 2, tableau 3. Il y a quand même une étape intermédiaire. On entend une prière qui résonne en nous sur des sons un petit peu particuliers, des chuchotements. Oui, il y a des chuchotements, une prière, il y a une musique qui commence à arriver, il y a des grondements aussi qui sont là, qui peuvent être les grondements d'un orage ou des coups, ou les résonances des coups, enfin voilà. Et puis ce sifflement qui est toujours là et qui est très présent à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que en même Pardon, je t'ai... Non, j'allais juste dire que ce début de troisième tableau, c'est la préparation à ce qui va suivre. Alors justement, assez ritualisé. J'allais entamer la chose en disant que progressivement, il y a une sorte de dépouillement qui reste dans les limites du correct, on va dire des choses comme ça. On te retrouve pantalon, corset. Pourquoi ce corset ? C'est les stigmates, c'est le résultat de ce nouveau. C'est le résultat de ce nouveau moi. Donc c'est les stigmates de ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il est transformé, il est transformé parce que le soi d'avant n'existe plus et donc il est condamné à vivre avec les douleurs dans le dos, avec ses acouphènes, avec la perte d'audition, etc. quoi. Et puis avec le souvenir même physique de ce qui s'est passé. Il est condamné à vivre avec ça, donc il le porte sur lui, quoi. D'accord. Et donc il s'en débarrasse effectivement à ce moment-là, puisqu'il se prépare à revivre ce moment de l'agression. Et tout ce passage de la prière, etc. C'est une sorte d'entrée en rituel et de préparation à entrer en transe pour revivre ce moment-là, quoi. Voilà, alors c'est ce que j'allais dire, cette troisième partie, c'est un dépassement, c'est une transcendance. Est-ce qu'on peut la voir de cette façon ? Mais avant de peut-être de parler de ça, on va revenir sur ce fameux mur de lumière. Qui commence à s'allumer justement à ce moment-là sur cette prière. Mais avant de savoir quel est son rôle, quand et comment est venue cette idée ? Parce que il faut quand même préciser que nous, spectateurs, nous recevons ce mur de lumière au moment où il s'allume. Pleine face, quoi. En fait, c'est les spectateurs qui sont éclairés, et puis le comédien. Oui. Et
ça renverse un petit peu la lecture. Du coup, c'est le spectateur qui devient le spectacle. En plus, pour le comédien, quand je joue cette troisième partie, on est pris en otage d'une certaine façon. Tu peux toujours sortir de la salle, mais en tout cas, je renverse la machine et moi, je vois toutes les réactions dans cette troisième partie. C'est pas gênant très éclairé. Pour jouer. Après, voilà, on s'y fait. Enfin, faut gérer la chose, mais c'est vrai que surtout les premières fois, c'est étonnant, quoi, de voir comment ça réagit. Puis c'est très physique, quoi. C'est très expressif souvent. En plus, c'est quand même spectaculaire. Et pour rebondir là-dessus, moi, j'ai l'impression que tout le monde est saisi. Oui, tout le monde, encore une fois, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a ça bouge pas. Voilà, ça bouge pas. Je vois aussi des larmes qui coulent. Je vois, enfin, il y a c'est très expressif, quoi. Je pourrais faire un tableau. Alors que dans cette partie, il y a aucune. Donc tu l'as dit, pas de parole, mais il y a la prière qui est enregistrée, mais voilà, c'est une transe. C'est une transe, et d'ailleurs, c'est une partie qui m'a demandé énormément de travail parce que j'étais. Alors on parlera aussi de l'équipe, parce qu'il y a beaucoup je suis tout seul sur scène, puis j'ai écrit, mis en scène, joué. Je suis aussi le producteur avec la compagnie du spectacle, mais il y a une grosse équipe de je sais pas exactement combien, 10-15 personnes derrière, donc voilà. Et cette troisième partie, c'est avec Christelle François que je l'ai travaillé pour travailler la transe, etc. J'allais poser la question, comment ça se travaille ça? On l'a travaillé plusieurs mois avant, en plusieurs étapes, et moi je me suis préparé physiquement avant les premières représentations pendant 2 mois et demi avant, quoi. Donc c'est presque une performance de sportif. Oui, j'imagine, parce que c'est très on prend, nous spectateurs, cette transe à laquelle on ne s'attend pas, je dirais, en pleine figure. C'est très rythmé, et en même temps, oui, spectaculaire, acrobatique quelque part. Ah oui, c'est très très physique en tout cas. Oui, voilà, très physique. Je cherchais le mot. Et puis c'est pour tout ça pour les 15 dernières minutes du spectacle. Donc, même si c'est très physique, les 2 premières parties sont très physiques aussi parce que c'est très tenu dans la deuxième. Et très tendu, donc il faut être gainé très fortement, enfin voilà. D'où le corset aussi. Dans le corset, au départ c'est plus une contrainte, parce que pour la gestion de la respiration, ça contraint vraiment très fort. Oui, mais est-ce que ça aide à libérer justement pour la fin, pour ce moment-là? Ouais, peut-être. Enfin, je sais pas. En tout cas, il est là jusqu'au bout. Enfin, il est là. Ouais, je l'enlève juste avant la transe, pendant la prière. Mais je sais pas. En tout cas, moi, dans le processus en tant que comédien, ça a été. Il a fallu que je m'approprie ces bandes, ce corset là, parce que ça contraignait vraiment ma respiration. Donc il faut apprendre à jouer avec ça, quoi. Et puis c'est pas le jeu que ça paraisse, que ça se voit pas spécialement. Il faut pas que ça se voit spécialement. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire que ce mur de lumière, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas le considérer comme un véritable personnage? Ouais, je pense. En tout cas, il syncrétise toute cette violence, tout ce monde extérieur, tout cet extérieur qui impose à ce personnage ce traumatisme. Donc oui, c'est un personnage, c'est les terroristes, c'est l'acte violent, c'est le monstre, c'est toute la violence du monde qui s'abat sur ce mec à ce moment-là, et il est tout ça. Donc en fait, c'est clair que c'est contre lui que se bat, et que doit se construire, et que doit vivre, et qui détermine tout ce que va faire le personnage pendant 1 heure de ce spectacle. Oui, mais on peut même aller plus loin, parce que moi j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait véritablement un échange entre vous. Ouais, on essaye. Je pense que plus le spectacle va tourner, plus tout ça va maturer aussi. Ça va se roder, et je pense qu'il y a besoin d'un bon temps de rodage pour ce spectacle, parce que techniquement, même si il peut paraître assez simple, il n'y a pas grand chose en soi, mais par contre, il est très technique quand même. Le mot simple ne convient pas, à mon avis. Il est épuré, en tout cas. Il est très structuré. On voit bien vers quoi. Enfin, on suit bien les 3 étapes, et on comprend tout à fait cette progression, notamment dans cette 3e partie où on a vraiment le sentiment que c'est une réminiscence. Parce que du coup, moi, ce que je me suis dit, parce que c'est très ritualisé, la façon dont ce 3e tableau est mis en place. On va
pas tout dire non plus, parce que c'est très intéressant la façon dont c'est ritualisé. Et avec le jeu des lumières, avec le jeu des sons, on entre vraiment dedans. Mais du coup... pourquoi avoir voulu, en tout cas je ne sais pas, mais pourquoi ce rituel? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Pour moi, en fait, moi j'y mets un sens derrière. C'est quand même se replonger et devoir se replonger dans cet événement pour ne pas l'oublier, pour le vivre et le revivre et être condamné à le vivre et le revivre tout le temps parce que encore une fois il est dans nous et du coup il ne faut pas l'oublier. Mais ça c'est valable pour une personne qui vit un traumatisme, mais c'est aussi valable et puis comprenne qui pourra pour un État ou pour une région du monde qui, pour une raison ou pour une autre, vit un traumatisme très violent. L'oubli n'est jamais la solution. Bon, puis l'histoire nous le prouve aussi. Et du coup, il y a ce besoin vital pour continuer à vivre, de se replonger dedans et de revivre cette situation-là, etc. Donc, il y a ce premier niveau de lecture, je pense, dans la fiction niveau personnage. Après, pour le comédien, il y a purement parce que la performance du comédien est aussi sans filet et mise à nu. Donc on voit le comédien performer. Que ce soit dans la première, dans la deuxième et encore plus dans la troisième partie. Et du coup, il y a le besoin pour le comédien dans cette introduction de la troisième partie, cette prière, cette ritualisation, etc. Il y a concrètement ce besoin-là pour rentrer dans la transe après. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture et après, je ferme pas le sens à d'autres lectures qui pourraient venir de... D'ailleurs, voilà, c'est ouvert, quoi. Est-ce que c'est dans une certaine mesure, bon après, tu as un peu répondu, hein, chacun interprète comme il veut. Moi, j'ai eu le sentiment que c'était revivre l'agression. Oui, c'est revivre oui, c'est clair que c'est revivre l'agression. Ouais. Donc c'est revivre l'agression et du coup cet échange avec le mur, je l'ai trouvé aussi particulièrement pertinent au moment de cette prière où finalement avec le jeu des sons, des lumières, c'est l'impression que cela donnait que le mur parlait. Ouais, c'était très beau de en le même rendre vivant, temps. alors que c'est que de la ferraille avec de l'électricité oui, mais dedans. Ça, c'est la magie du théâtre. On va pas revenir sur cette magie qui est très impressionnante. Justement, on essaye de le rendre vivant et qui est quelque chose qui respire, quoi, dans cette lumière. Et ça, on peut quand même souligner que c'est Jérémy Buatier et Camille Desgeorges qui ont travaillé à cette lumière, et qu'en plus c'est pas, enfin on a co-construit la chose ensemble. Moi, j'ai cette idée de la troisième partie assez précise dans ma tête depuis le début. Et je crois même au moment où j'ai posé les premiers mots en 2016, je voyais déjà cette troisième partie pour moi qui était centrale. Et d'ailleurs, elle l'est encore aujourd'hui. Oui, parce que j'ai posé la question comment est venu ce mur de lumière. En fait, j'étais encore paralysé de cet événement, voilà, et j'étais en rééducation, etc. Puis je pouvais bouger un peu les mains et tout, donc je commençais à écrire et je me disais mais c'est quand même très spectaculaire, quoi, ce qui s'est passé. C'est du vrai spectacle, quoi. Et tout de suite, j'ai eu l'image de gros vrais spectacles, genre Beyoncé au Stade de France, ou tu vois, ou Mylène Farmer ou Madonna, des trucs comme ça. Et en fait, ce mur de lumière et cette troisième partie, esthétiquement, elles sont très inspirées de ce genre de concert qui t'emporte quand tu vis ça. Et quand tu vis ce genre de concert, t'es transporté par la puissance esthétique de la chose, et puis la foule est transportée par ça. Et donc je cherchais quelque chose comme ça. Et voilà, c'est ce qu'on a dû construire dans cette troisième partie. Est-ce que Guillotine est encore un spectacle en devenir ? Je sais pas ce que t'entends derrière, mais de toute façon, est-ce qu'il peut y avoir encore des remaniements? Oui, voilà, ça va évoluer, s'ajuster. En fait, ce sera plus des ajustements. Mais de toute façon, il va vieillir ce spectacle. Il va maturer, il va se roder. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il va avoir besoin d'un temps de rodage assez conséquent parce que techniquement, ça demande beaucoup de choses. Et du coup, ça va s'ajuster et ça va vieillir. Donc
en fait, je pense qu'il va vieillir avec moi aussi, et il va vieillir avec la façon enfin, petit à petit, plus le temps passe, plus je m'éloigne de ce qui s'est passé, de cet événement qui s'est passé en 2016. Et bon, c'est un fait. Et du coup, forcément, l'événement, il existe encore, mais il se modifie avec le temps qui passe. Donc, je pense que le spectacle, et puis il est terriblement lié à ça, évidemment. Donc il va évoluer aussi dans ce sens-là. Et c'est très bien. Enfin, c'est une bonne chose, mais il a la capacité de vieillir. C'est pas le genre de spectacle qui est très rigide et qui voilà. Mais ça veut dire que, éventuellement, une scénographie telle qu'elle existe peut très bien convenir. Mais est-ce que ça veut dire que c'est finalement une vision de l'agression qui se modifie au fur et à mesure que les années passent? Alors, on va pas parler de maturité, etc. Ou est-ce que c'est complètement une idée saugrenue? Une idée de l'agression qui se modifie. Déjà, non, c'est la façon dont c'est le souvenir. Pour moi, ce qui se modifie, c'est le souvenir de ce qui s'est passé. C'est plus ça. Du coup, j'ai un rapport moins direct aujourd'hui que je l'avais il y a 4 ans. Et tu as parlé des différentes étapes qu'il y a eu. Il y en a eu en 2017 et en 2018. 2017-2018, c'était encore très frais. Ça faisait 1 an, 2 ans que c'était arrivé. Donc, j'étais en contact direct avec ce qui s'était passé encore. Aujourd'hui, il s'est passé plein de choses dans ma vie, dans le monde, qui font que ça a mis à distance cet événement. Donc je le prends d'autant plus aujourd'hui comme une fiction qu'à l'époque, quoi. D'où une dernière partie, ce 3e tableau trans qui a quand même subi des changements entre 2018 et 2023. Oui et non, parce que l'étape en 2018, c'était une étape de travail, donc elle n'était pas construite, la 3e partie. Ça posait les bases de ok, qu'est-ce qui va se passer grosso modo, mais elle n'était pas faite, donc oui, elle a changé, mais bon, évidemment, puisqu'elle n'était pas faite en 2018. Mais d'ailleurs, le texte a beaucoup changé depuis le 2018. C'est pas du tout le même texte. En gros, ce qui est resté de 2018, c'est cette structuration en 3 parties et les tenants aboutissants, les ressorts de chacune de ces parties. Bon, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est celle de 2023. Et j'aurais envie de poser de questions. Je voudrais savoir si la lame de la guillotine fait mal et si finalement... C'est un peu voyeuriste, alors. Non, mais je me pose la question. Et si on peut finalement être... si on peut tous passer... tu as déjà un peu répondu en début d'interview sous cette fameuse lame du couperet. Il est raide, le couperet, quand même, non? La guillotine. Oui, il est raide, puis il est mortel, surtout. Mais là, donc, mais il est mortel, mais... Heureusement, là, il ne l'est pas. Il l'est pas. En fait, il a quand même tué le mois d'avant, sans que j'ai rien demandé, sans que. Alors sans le raison, mois etc. MOI. MOI, oui. Et donc il a quand même tué. Il a fait son job. Voilà, c'est un fait, mais c'est comme ça. Mais c'est pas très grave puisque c'est une résurrection. Voilà, après. C'est exactement ce que j'allais dire. Après être mort une première fois, il y a une résurrection et hop, c'est reparti pour une deuxième vie. Puis voilà. Mais bon, je veux dire, avant moi, avant ce personnage, il y en a d'autres qui l'ont fait. Il y a 2000 ans. Voilà. Oui, mais bon. Ils n'ont pas fait de spectacle, quoique. Si, c'était un grand showman, notre ami Jésus. On va l'inviter. Je peux dire quand même, parce que peut-être que... Alors, on va peut-être... Oui, je vois que tu as fait une liste. J'essaye d'oublier personne, mais... On va citer les différentes personnes qui sont impliquées dans ce Voilà, déjà, dans ce spectacle. On a évoqué Jérémy Buatier, qui est à la direction technique, Camille Desgeorges refait la R, qui est à la régie, Dominique Auriol à la dramaturgie, Katia Daloul et Cinda Guessab à la diffusion, accompagnement travail corporel, Christelle François, la communication, Élodie Pouzol, et puis production la compagnie Caravelle, évidemment, coproduction le pôle centre culturel du pays d'Albi-sur-Chéran, quand même, voilà, qu'on remercie. Après, avec le soutien de Bonlieu Scène Nationale Annecy, de Malraux Scène Nationale de Savoie à Chambéry, avec les ateliers sauvages d'Alger, parce qu'il y a eu une étape de travail à Alger qui a été importante, et ça peut être intéressant qu'on revienne dessus, parce que ça a été une étape pour l'écriture
d'écriture très importante. Et puis après, évidemment, la ville d'Aix-les-Bains, le département de la Savoie, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la fabrique, la base à Chambéry de Malraux. Et puis j'espère que j'ai oublié personne, mais voilà. Et puis évidemment, toi, Isabelle, en plus je gardais pour la fin, mais toi, Isabelle, qui était à la direction d'acteurs. Et puis le cercle des mécènes de la compagnie. Bon bref, c'est toute une grosse machine quand même pour un spectacle où il y a qu'un mec sur scène qui raconte sa vie, en fait ça fait quand même, ça mobilise 7 ans d'une vie et ça mobilise je sais pas exactement combien de personnes, mais beaucoup de personnes quoi. Et du coup si on revient sur alors oui, Alger, tu as parlé des ateliers sauvages, ça a l'air d'être une période très importante qui a marqué l'évolution de ce travail dans l'écriture. En fait déjà Alger a marqué ma vie et m'a marqué moi. J'ai une partie de moi qui était déjà là-bas avant que j'y sois allé pour la première fois, je crois, que j'ai trouvé là-bas et en partant, je pense que j'ai laissé une partie de moi aussi. Enfin bon, bref, il y a un truc très bizarre avec cette ville, avec ce pays, avec ces gens là-bas. C'est dans moi quoi. On fait le lien avec La Dernière Reine ou un petit peu plus tard? Évidemment, on peut parler d'Adila Bendimerad et Damien Ounouri et justement c'est à ce moment-là, fin 2017, que je suis allé là-bas sur leur invitation pour travailler sur l'écriture du film. Et en même temps, du coup, je travaillais en résidence d'écriture aux Ateliers Sauvages, donc invité par Wassila Tamzali, sur l'écriture de Guillotine. Et il y a eu une sortie de résidence, si je me souviens bien, c'est le 6 ou 7 décembre 2017. Et je fais une lecture du texte, où il en est, bon voilà. Et les gens, à la fin, ils viennent me voir et me tombent dans les bras en disant mais merci, c'est incroyable que un Français qui vient de l'autre côté de la Méditerranée et qui parle comme ça de ce qui nous est arrivé pendant les années 90. Pendant les années 90 en Algérie, c'était les années noires, c'était la guerre civile, enfin c'était une période très très violente, très très compliquée dont la société contemporaine algérienne porte encore les stigmates. Et en fait, ils ont reçu le texte alors que moi je pensais parler de ma petite histoire de Français qui avaient vécu ces trucs à Paris, bon voilà. Et en fait, ils ont reçu la chose comme si je parlais d'eux. C'est la magie du texte de théâtre, ça. Ouais, et de la façon dont on perçoit un texte et qu'on ne maîtrise pas. Et qu'on ne maîtrise pas, parce que là, pour le coup, je m'y attendais pas. En tout cas, je m'y attendais pas à cette étape-là, parce que ça participe à ce que je disais en tout début de cet entretien, de tout le travail qui a été pour moi de me détacher du jeu pour arriver à quelque chose de plus grand que moi et d'universel, quoi. Et là, à ce moment-là, j'ai pris conscience des ressorts qui fonctionnaient ou pas de ça. Merci Antoine Guillot. Merci Isabelle.